Sur la première, le journal du matin, 7h36, mise à nouveau en difficulté par des milliers de migrants qui rejoignent la Macédoine et la Serbie en direction de l'Europe occidentale. L'Union européenne tente de trouver toujours une solution à la crise. Hier, le couple Hollande-Merkel a esquissé une politique migratoire européenne commune qui, après l'échec d'une répartition entre les États, vise désormais à responsabiliser encore un peu plus le sud de l'Europe où les migrants arrivent en masse. Est-ce vraiment une solution ? Et la Suisse, dans tout ça aussi, est-elle susceptible d'apporter ne serait-ce que partiellement sa contribution à ce qui prend de plus en plus des allures de débâcle, de catastrophe humanitaire? Bonjour Manon Chic. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes directrice d'Amnesty International en Suisse, dans notre studio du Palais Fédéral ce matin jusqu'à 8h. Alors on l'a dit, c'est un chiffre, en tout cas c'est une constatation, un constat parlant. Depuis la Seconde Guerre mondiale, jamais il n'y a eu autant de personnes déplacées sur la planète, plus de 51 millions de gens. Et on a l'impression que l'approche de ce phénomène, notamment en Europe, est complètement dépassée. Est-ce que c'est aussi votre avis? Oui, je crois qu'effectivement, on est dans des chiffres qui sont absolument effarants. Le Haut Commissariat pour les réfugiés dit que, en fait, ça augmente de façon exponentielle. Ils en sont maintenant à 60 millions de personnes déplacées, voilà, les chiffres réfugiés, date, ouais. Et ceci en à peine 6 mois de progression par rapport aux derniers chiffres. Donc on voit que malheureusement, effectivement, la situation n'a pas du tout tendance à s'améliorer. Je rappelle que sur ces personnes déplacées ou réfugiées, l'immense majorité, on peut carrément dire le 90% de ces personnes, se trouvent ailleurs qu'en Europe. Elles se trouvent dans les pays voisins de la Syrie. Actuellement, il y a 4 millions de personnes qui sont accueillies par le Liban, par la Jordanie, par la Turquie. Il y a 4 millions de personnes qui sont accueillies aux frontières de la Somalie, du Soudan du Sud, à côté de la République centrafricaine, dans des pays comme le Kenya, comme le Tchad. Donc, en fait, l'immense majorité des personnes déplacées ou réfugiées sont aujourd'hui dans d'autres pays que les pays européens. Alors, évidemment, on parle beaucoup de ce qui se passe en Europe. Et l'Europe qui semble complètement dépassée par la crise. Maintenant, ce n'est plus forcément l'Italie, on l'a dit. C'est la Macédoine, c'est la Serbie, ce sont quelques îles grecques comme nouvelle porte d'entrée. On a tenté dans un premier temps, il y a quelques mois, de faire accepter la belle idée d'une juste répartition des migrants dans les pays de l'Union européenne. En vain. Est-ce que c'était vraiment le bon point de départ, ça? Mais je crois que ça reste en fait l'unique solution. Aujourd'hui, par rapport effectivement à ce qui se passe en Europe, parce que la pression augmente énormément aux frontières de l'Europe et notamment sur les pays du sud de l'Europe comme la Grèce et l'Italie, ça serait faux de laisser ces pays se débrouiller tout seuls en leur disant écoutez, voilà, pas de chance pour vous, vous avez beaucoup de frontières, vous avez des îles, donc débrouillez-vous avec les gens qui arrivent, bloquez-les à ces endroits-là, puisque le système de Dublin prévoit que les gens restent dans leur premier pays de transit. Ça serait absolument faux de les laisser tout seuls avec cette situation. Aujourd'hui, la seule réponse par rapport à tous ces migrants qui essaient de trouver un refuge en Europe, c'est vraiment une solidarité européenne. C'est vraiment de cesser uniquement la réponse sécuritaire. On voit aujourd'hui que la Hongrie bâtit une muraille. Ça rappelle quand même des souvenirs atroces, des murs en Europe. Il n'y a pas si longtemps qu'un mur est tombé entre l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest. Et maintenant, on reconstruit des murs aux frontières de l'Europe pour bloquer des gens. C'est vraiment une situation épouvantable. On ne répond que par des mesures sécuritaires qui coûtent d'ailleurs très cher, plutôt que de jouer la solidarité au niveau européen. Bon, la Hongrie, on a envie de dire, est un cas un peu particulier quand même au sein de l'Union européenne, avec quelques politiques nationalistes, voire même nationalistes à l'extrême. Cela dit, que pensez-vous, Manon Chic, de ce que tente désormais de proposer ou peut-être d'imposer l'axe Berlin-Paris qui rêve de renvoyer la balle au sud de l'Europe, justement, en proposant à ces pays-là de mettre sur pied des centres de tri pour savoir qui a droit ou qui n'a pas droit à l'asile? En parlant de solidarité, là, est-ce que c'est du ressort de la solidarité ou plutôt pas? Alors, ça pourrait être une solution intéressante de créer des centres de tri dans les pays européens où arrivent les migrants. C'est en tout cas, à mon avis, beaucoup plus acceptable que de créer des centres de tri comme on l'avait d'abord proposé au niveau des gouvernements européens en Libye ou en Mauritanie ou au nord de l'Afrique. Parce que là, il n'y a vraiment aucun moyen de garantir que les gens aient accès à une procédure d'asile équitable. Et pourtant, ce serait là la racine du problème.
de créer des centres de tri sur place. Et en même temps, dans ces pays-là, on sait malheureusement, on sait la situation en Libye, c'est impossible que quelqu'un puisse déposer une demande d'asile, s'assurer qu'il a été traité de façon équitable, etc. Donc les gens vont continuer à arriver en Europe. Sans doute que des centres de tri en Italie ou en Grèce font du coup plus de sens, mais ça ne peut fonctionner que si ensuite la France, l'Allemagne, la Suède, les pays du Nord acceptent de prendre ces personnes qui sont reconnues. Ça veut dire qu'il faut à ce moment une répartition équitable au niveau européen. Il faut que la France arrête ce double jeu. Actuellement, la France rechigne à prendre quelques milliers de réfugiés syriens. La Suisse fait même mieux que la France en ce moment, alors que la France avait accueilli à l'époque des boat people vietnamiens, des dizaines de milliers de boat people en l'espace de quelques mois. Donc il faut arrêter de dire que c'est impossible d'accueillir des personnes qui fuient la guerre. Donc aujourd'hui, il y a besoin d'une solidarité de ces pays européens si on installe des centres de tri dans les pays du Sud. Oui, vous l'avez dit, la Suisse fait mieux que la France et on y viendra au cas de la Suisse dans un instant. Alors Dublin, parlons-en, on sent une vague montée anti-Dublin et notamment chez certains de nos interlocuteurs sur cette antenne. Est-ce que résoudre une partie de ce problème des migrants n'est pas aussi revoir forcément le système Dublin qui montre ses limites? Donc Dublin, c'était depuis 1990 cette convention qui prévoit que c'est le pays dans lequel un réfugié dépose sa première demande d'asile qui sera responsable de ce réfugié. Il faut en finir avec ce système, Manon Chic. En tout cas, je pense que là, actuellement, ce système est complètement remis en cause simplement par la réalité des faits. Et l'Allemagne a décidé hier, effectivement, de ne plus renvoyer les réfugiés syriens qui ont transité par un autre pays dans ce pays-là. Je crois qu'aujourd'hui, en tout cas pour ce qui concerne les Syriens, c'est la seule réponse. Ça ne sert à rien aujourd'hui de renvoyer des réfugiés syriens vers la Grèce ou vers l'Italie, même s'ils ont transité dans ce pays pour arriver en Allemagne ou en Suisse. Donc je pense qu'effectivement, là, il faut trouver une solution, en tout cas pour certaines catégories de réfugiés, en disant ces personnes ne peuvent pas être accueillies dans les pays d'accueil comme l'Italie ou la Grèce, ils sont complètement débordés. Un de mes collègues est sur l'île de Lesbos, ils ont actuellement en Grèce, ils ont reçu ces derniers jours, depuis le 1er août, 33 000 personnes. Ils en sont à plus que 90 000 personnes depuis le début de l'année. Il n'y a aucun centre d'accueil proprement dit. Les gens dorment à même le sol dans des centres où les toilettes sont bouchées. Imaginez les conditions, c'est impossible de renvoyer des gens là-bas. Mais qu'est-ce qu'on peut faire sur place à Lesbos, alors justement? Alors, ce qui est dramatique, en fait, c'est que la réponse du gouvernement grec jusqu'à présent est complètement insuffisante. Alors, on peut éventuellement comprendre que le gouvernement grec avait d'autres priorités ces derniers mois. Parce qu'ils n'ont pas les moyens de répondre, hein, dit-on. Mais voilà, ils ont quand même reçu de l'argent de l'Union européenne, notamment pour s'occuper de l'accueil des migrants. Actuellement, par exemple, sur l'île de Lesbos, ce sont les ONG, ce sont les habitants et ce sont les touristes qui donnent à boire et à manger aux personnes qui arrivent. Ce sont eux qui les transportent jusqu'au centre de Mytilène, la principale ville de l'île. Il y a 70 km en fait depuis l'endroit où les gens arrivent, le port, jusqu'à ce centre où les gens doivent s'inscrire. Les gens par 35 degrés marchent avec des enfants, des femmes enceintes, tombent par terre. Et donc c'est des scènes de chaos où en fait, eh bien, ce sont les gens qui sont sur place qui disent on peut pas laisser ça arriver, on va les prendre en charge. La réponse du gouvernement grec jusqu'à présent sur cette île, c'est de mettre 10 gardes-côtes qui essayent tant bien que mal d'accueillir 33 000 personnes. Il y a jusqu'à 1500 personnes qui arrivent par nuit. C'est impossible à gérer avec 10 personnes. Donc on voit que là, il y a une réponse du gouvernement grec qui est complètement insuffisante, mais aussi là, un manque de solidarité de la part de l'Europe. On serait tout à fait à même de débloquer des fonds aujourd'hui pour envoyer des personnes en Grèce, aider ces pauvres 10 gardes-côtes qui ne savent pas faire face à la situation. Vous dites, je reviens sur la Grèce, vous dites que la réponse du gouvernement grec est insuffisante. Donc le gouvernement grec et la Grèce qui s'abritent derrière le paravent de la crise et du manque d'argent. Et voilà, on n'a pas les moyens d'aider ces gens. Vous pensez que c'est une fausse excuse en quelque sorte? C'est une fausse excuse parce que ces dernières années, il y a eu beaucoup d'argent qui a été investi en Grèce, notamment pour leur demander d'accueillir des migrants. C'est pas la première année qu'il y a des migrants qui débarquent en Grèce. Hein. Ça fait des années que la Grèce est une des portes d'entrée vers l'Europe. Et donc, ces dernières années, il y a eu énormément de gens qui sont arrivés, notamment sur cette
île de Lesbos qui est tout près des frontières turques. Et donc on sait très bien que c'est un endroit où débarquent des milliers de migrants. L'année dernière, il y en avait déjà eu à peu près 12 000 qui sont arrivés sur l'île de Lesbos. Cette année, on est à 7 fois plus. Mais en même temps, on savait que des gens allaient arriver. Donc on aurait pu prendre des mesures, renforcer le système d'accueil, renforcer la prise en charge. Il y a des gens qui n'ont tout simplement même pas de tente, même pas de toilette et qui ne vivent tout simplement en plein air, dans la nature, avec leurs enfants. Actuellement, il fait une chaleur torride, mais dans 6 mois, il fera un froid terrible et donc il n'y a absolument pas de réponse appropriée par rapport à cette crise humanitaire. Manon Chic, on aborde la Suisse dans un instant, mais juste pour terminer sur Dublin, il faut geler Dublin ou changer Dublin. Autrement dit, il faut ne pas l'appliquer parce qu'il est inapplicable dans quelques cas comme Lesbos ou d'autres. Ou est-ce qu'il faut vraiment maintenant entamer un processus de changement de cette convention-là? Je crois qu'on ne va pas échapper à effectivement un processus de réflexion au niveau européen sur comment modifier Dublin et trouver un accord entre les différents pays européens de façon à ce que tout le monde applique de la même façon des règles qui soient communes. Aujourd'hui, il y a un vrai problème avec des pays qui pratiquent l'accueil et d'autres qui ne le pratiquent pas du tout. Je rappelle que par exemple l'Angleterre en ce moment est aussi en train de se barricader, en train de durcir sa loi, en train de vouloir mettre toutes les personnes qui n'ont pas de papier en prison, même si ces personnes ont un travail. Donc on voit qu'il y a là des différences extrêmes entre différents pays de l'Union européenne. Donc il va falloir revoir ce système au niveau européen, c'est clair. Alors on va passer à la Suisse via un article de la presse alémanique. Simon Cortet, pour Ruth Dreyfus, il n'y a pas de chaos en Suisse à cause de l'asile. Et l'ancienne conseillère fédérale fait la une du Blick qui lui offre une tribune incontournable ce matin. Le débat électoral sur l'asile et ce thème du chaos lancé par l'UDC dans la campagne sont complètement disproportionnés, explique celle qui présidait la Confédération en 1999, en pleine vague de réfugiés des Balkans. À l'époque, se souvient Ruth Dreyfus, il y avait 2 fois plus de demandes d'asile qu'aujourd'hui, ce qui montre qu'on arrive fort bien à maîtriser la situation actuelle. Et puis ajoute l'ancienne conseillère fédérale, les autorités sous-estiment une population suisse disposée à accueillir davantage de réfugiés, notamment des Syriens. Il n'y a pas de crise de l'asile en Suisse, Manon Chic? En Suisse, on peut vraiment dire, en comparaison avec ce qui se passe en Europe et ces images désastreuses, il n'y a pas de crise de l'asile. Aujourd'hui, on en est à 20% de plus de demandes sur les 7 premiers mois de l'année par rapport à l'année dernière, mais on est encore dans des chiffres extrêmement, entre guillemets, modestes. On est à 16 000 demandes. On va arriver à 29 000 à la fin de l'année. On est encore très loin des 46 000 demandes qu'on avait eues effectivement pendant la guerre au Kosovo en une année. Et à cette époque-là, on s'était effectivement montré capable, en l'espace de quelques semaines, d'accueillir des dizaines de milliers de personnes qui fuyaient la guerre au Kosovo. Donc je crois qu'on peut dire qu'en Suisse, actuellement, on a un système qui n'est pas débordé. On a bien sûr des communes qui sont confrontées à des difficultés parce qu'elles avaient fermé des centres d'accueil et aujourd'hui, elles doivent vite trouver des places. Certaines communes ont de la peine. Certaines ont cherché des solutions avec des tentes militaires. Ça peut être que des solutions provisoires. Mais il y a en Suisse une possibilité encore d'accueil. Et vous parliez tout à l'heure dans cet article qui cite Ruth Dreyfus de l'accueil par des particuliers. C'est effectivement une des solutions. Aujourd'hui, il y a de nombreuses personnes qui se sont proposées dans leur canton pour accueillir des gens et qui, malheureusement, à cause de nombreux obstacles bureaucratiques, ne peuvent pas accueillir de réfugiés. C'est dommage. Oui, on parle souvent de la frilosité de la Suisse pour accueillir des Syriens, notamment des interlocuteurs, maintenant plutôt des milieux de gauche, en disant la Suisse n'en fait pas assez. Cela dit, entre les visas accordés à ceux qui avaient déjà de la famille en Suisse et les admissions provisoires, moi j'ai le chiffre sous les yeux, ce sont en réalité plus de 10 000 réfugiés syriens qui ont été déjà reçus en Suisse. Donc on fait notre boulot là, Manon Chic. Absolument. Et je crois qu'il faut féliciter la Suisse d'avoir mis sur pied ce programme, notamment un programme de regroupement familial. Il y a beaucoup de Syriens qui ont pu du coup rejoindre leur famille en Suisse, qui ont été d'ailleurs accueillis par leur famille, beaucoup d'entre eux. C'est toujours une meilleure solution que les gens soient accueillis par des gens qu'ils connaissent, par des gens qui peuvent les introduire dans les coutumes, dans la culture, dans le fonctionnement du pays, plutôt que de mettre les gens dans des centres où ils seront déboussolés et perdus. Donc nous, on plaide pour le rétablissement de ce programme de regroupement familial. Il a été suspendu pour l'instant. Il
serait important aujourd'hui que les gens, les Syriens notamment, qui vivent en Suisse, qui sont intégrés, qui ont un travail, il y en a beaucoup, ce sont des gens qui ont souvent une très bonne formation, et bien que ces personnes-là puissent accueillir, y compris des membres de leur famille élargie, parce que ça permettrait d'enlever un peu de la pression sur les pays voisins de la Syrie, ça permettrait aussi d'enlever un peu de la pression sur la Grèce ou l'Italie, et ça permettrait d'éviter que ces gens prennent des risques incroyables pour rejoindre l'Europe. Aujourd'hui, en fait, le plus simple, c'est de rétablir des voies d'accès légales et sûres pour que les gens ne prennent pas tous ces risques pour arriver en Suisse ou en Europe. Donc il y a là encore un rôle que la Suisse peut jouer en accueillant effectivement 5 000, 10 000 personnes de plus par ce biais-là, c'est faisable. Oui, et puis il y a aussi la question des Érythréens. On en voyait du côté du Tessin, on en voit encore, on a même fait une émission spatiale là-bas, à la gare et à la douane, parce que c'est au même endroit de Chiasso. Que dire de l'accueil des Érythréens, très stigmatisés? Alors on est en année fédérale, effectivement. Est-ce qu'on les met vraiment en danger si on les renvoie chez eux, comme certains le préconisent, Manon Chic, ces Érythréens? Alors ce qui est évident, c'est qu'on ne peut effectivement pas les renvoyer chez eux, et y compris le secrétariat d'État aux migrations en Suisse reconnaît que les conditions de retour ne sont absolument pas remplies pour les Érythréens. Je crois qu'avec l'Érythrée, on est confronté à une situation politique qui est extrêmement grave sur place, où toute personne qui quitterait le pays et considérée comme un déserteur peut être condamnée à mort si il est reconnu comme un déserteur. Et en fait, le gouvernement exploite les migrants qui sont arrivés dans d'autres pays en les rançonnant. Donc en fait, ils ont même tout intérêt à continuer à envoyer un plus grand nombre de migrants vers l'extérieur. Moi, je ne m'explique pas comment c'est possible qu'il n'y ait pas plus de pression aujourd'hui sur un gouvernement comme le gouvernement érythréen. Certains ont demandé de fermer l'ambassade. Oui, mais qui est un pays mais vraiment dictatorial. Et il y a 5 000 personnes qui quittent le pays par mois. Je veux dire, comment est-ce qu'on peut laisser une chose pareille se passer sans bloquer tous les avoirs, sans mettre une pression maximale aujourd'hui sur ce gouvernement? Et fermer une ambassade, vous appelleriez de vos voeux ce genre de mesure, Manon Chic? Mais pourquoi pas? Si le dialogue jusqu'à présent n'a rien montré, et malheureusement le dialogue ne montre à peu près rien avec les autorités érythréennes, pourquoi pas effectivement recourir à des mesures où on bloque des comptes, où on ferme une ambassade, où on essaye de mettre une pression maximale pour effectivement empêcher le gouvernement de continuer à maltraiter ainsi sa population. Parce qu'effectivement, après, ces personnes arrivent en Europe, arrivent en Suisse, et puis c'est nous qui devons les accueillir. On est dans une situation quand même, à mon avis, qui est différente de la Syrie, où en Syrie, malheureusement, on sait que même avec des interventions militaires, même avec toutes sortes d'interventions, de négociations diplomatiques, etc., la crise syrienne ne va pas se résoudre du jour au lendemain. Je crois qu'en Érythrée, il y a moyen de faire pression pour essayer au minimum de résoudre en partie cette crise. Alors des théologiens, on est toujours dans la presse lémanique, Simon Cortet, des théologiens veulent ouvrir les frontières suisses à tous les réfugiés du monde. Oui, c'est un réseau de réflexion qui rassemble 120 théologiens catholiques et réformés, principalement en Suisse alémanique, et qui vient de signer un manifeste que la Neue Zürcher Zeitung est bien placée pour qualifier de radical. Que dit ce texte? Qu'il n'y a pas seulement les dogmes chrétiens de l'égalité et de la dignité humaine. Les auteurs remontent aussi à l'épisode biblique de Moïse et de l'exode d'Égypte pour expliquer que lorsqu'il s'agit d'échapper à une oppression, notre tradition judéo-chrétienne se fonde aussi sur la migration considérée comme un devoir. Alors je ne sais pas quels sont les fondements idéologiques d'Amnesty sur ce plan-là. Est-ce que vous allez jusqu'à vous référer à l'épisode de Moïse? Est-ce qu'il faut ouvrir tout grand nos frontières à tout le monde, Manon Chic? Oui, je crois que notre base est sans doute différente. Notre base de réflexion, c'est le droit international. Simplement, ça n'est pas la Bible ou un texte fondamental. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je ne crois pas qu'on doit dire aujourd'hui que la Suisse doit accueillir tous les réfugiés du monde. Ça, c'est de toute façon impossible. Mais par contre, on pourrait au moins faire preuve de solidarité et d'humanité en accueillant une partie d'entre eux. La Suisse n'est pas seule. Je le répète souvent. La Suisse a déjà bien fait son travail, notamment au niveau de l'accueil des Syriens. Elle peut en faire plus. Elle peut certainement en faire plus quand on compare avec la situation dans d'autres pays. On est un pays relativement prospère. Il y a encore des endroits, des communes où il y a des logements qui sont disponibles, où on pourrait loger des personnes. Donc, certainement qu'on peut en faire plus. On n'a pas besoin aujourd'hui d'accueillir effectivement tous les réfugiés du monde. Mais je pense que ce message des théologiens est très important parce qu'en tout cas, ça montre, je dirais, une ouverture. Et on remarque aussi que la population aujourd'hui a une attitude qui est tout à fait différente par rapport à l'année dernière, simplement. La population suisse, l'année dernière, était assez
réticente sur toutes ces questions de requérants d'asile. Aujourd'hui, j'ai l'impression que le discours a changé et que les gens sont beaucoup plus prêts à accueillir des gens. À quoi est-ce dû, selon vous, ce changement en une année à peine? Moi, je crois que c'est beaucoup dû à l'attitude aussi de partis politiques. Même si on est en élection fédérale et puis que le thème de l'asile est récupéré par certains partis qui essaient de montrer les dents et de durcir le ton, il y a quand même beaucoup de politiciens qui ont, y compris des politiciens de droite, y compris des politiciens d'ailleurs de l'UDC, qui ont eux-mêmes spontanément dit il est important aujourd'hui de trouver une solution à ce problème de l'asile, on doit réfléchir ensemble, on ne peut pas simplement continuer sur une ligne d'exclusion et de renvoi. Et donc je crois qu'il y a là un message qui est véhiculé par les autorités aussi, qui va plutôt dans un sens d'accueil. Je crains, pour tout vous dire, ces 2 prochains mois, parce qu'avec les élections qui se rapprochent, eh bien, on a évidemment plutôt tendance à basculer vers un discours extrêmement négatif sur l'asile en Suisse. Mais j'espère que les gens ne se laissent pas bluffer et voient que la question ne concerne pas que la Suisse, elle concerne toute l'Europe, elle concerne le monde entier. Voilà, je peux renvoyer les auditeurs et auditrices aussi à notre sujet d'Intercité tout à l'heure à 6h20 qui peuvent réécouter sur notre site. C'était à Rigisberg, dans la campagne bernoise, où les requérants dans le centre vivent en très bonne entente avec la population. Autorité UDC, population qui vote UDC. Voilà, c'était ce que vous venez de nous dire. Ni punir, ni pardonner, c'est une formule forte. Elle émane, Dominique Schoffa, de l'essayiste allemande Hannah Arendt. Cette formule interroge entre autres face à la situation en Centrafrique. Que faire des auteurs de crimes si terribles que le châtiment ne serait jamais proportionnel au mal qu'ils ont commis? Pierre Azon pose cette question au lecteur du Temps. Il est chef de projet de justiceinfo.net et professeur associé à l'université de Neuchâtel. Pierre Azon évoque ce fait étrange. Beaucoup de victimes ou des proches de victimes ont pardonné à leurs bourreaux avec cette conclusion forte. Peut-être ne faut-il pas choisir, peut-être faut-il à la fois punir et pardonner pour ces crimes de masse en Centrafrique. La question du pardon, vous y êtes confronté, Amnesty, quand vous visitez des prisonniers ou des victimes de torture. Est-ce que le pardon est présent parfois? C'est un grand débat que nous avons toujours avec Pierre Azon. Je trouve ces réflexions absolument passionnantes. Qu'est-ce qui doit primer? Est-ce que c'est d'abord la justice ou est-ce que c'est la réconciliation? La réconciliation passe souvent par le pardon et pas forcément par la justice. Amnesty International est en l'occurrence une organisation qui accorde, je dirais, peu d'importance au pardon, sans doute trop peu d'importance. Nous sommes effectivement sur une voie toujours légaliste. Ça signifie que quand il y a un pays comme la Centrafrique où des crimes de masse, des crimes de guerre, crimes contre l'humanité ont été commis, nous allons toujours appeler à ce que ces personnes soient traduites en justice et à ce qu'elles purgent une peine de prison. À notre avis, c'est le seul moyen de permettre à des victimes de pouvoir, entre guillemets, voir leur souffrance reconnue. Et donc, nous appelons en général plus à des sanctions qu'à des processus de réconciliation où on arriverait simplement à se mettre d'accord entre bourreaux et victimes. On a connu ça, par exemple, en Afrique du Sud, avec des processus de réconciliation massifs qui ont d'ailleurs très bien fonctionné. Amnesty est une organisation qui travaille assez peu dans ce domaine-là. Heureusement que d'autres le font, parce que je crois que ça permet effectivement d'avancer. Qu'est-ce qu'on va faire le jour où la crise en Syrie sera terminée? Il y aura des gens qui devront aller en prison, mais on ne pourra pas envoyer des centaines de milliers de gens en prison, même s'ils ont commis des crimes. Et donc, il faudra trouver un processus de réconciliation, un processus de pardon. C'est ces fameuses commissions vérité et réconciliation d'Afrique du Sud. Hein. Absolument. Vous venez de l'évoquer. Oui. Travailler sur la question du pardon. On va se quitter là-dessus. Merci beaucoup, Manon Chic, d'avoir été notre invitée ce matin. Merci. Bonne journée.